Imaginez un peu, la France des années 70. Pour beaucoup, c'est l'insouciance. Mais pour un réalisateur, le cinéma, c'était tout sauf un divertissement. C'était une arme. Une caméra qu'il a décidé de pointer droit sur les failles, sur les abus de pouvoir de la société et de l'État. On a souvent dit ça à Yves Boisset. Mais au-delà de la formule choc, ça pose une vraie question. Qui était-il, au fond? Et pourquoi ces films étaient-ils considérés comme si dangereux que l'État lui-même a tout fait pour le faire taire? Pour comprendre le cinéaste, il faut d'abord regarder d'où il vient. Qu'est-ce qui a bien pu forger un tel esprit de contestation? En fait, tout s'explique par ce parcours en 3 temps. D'abord, le journalisme de faits divers. Là, il voit la société sans filtre, dans ce qu'elle a de plus cru. Ensuite, le choc de la guerre d'Algérie. Une expérience qui va lui laisser une méfiance profonde envers l'armée et l'autorité. Et enfin, il apprend le cinéma avec les meilleurs. Ce mélange de réalisme, de conscience politique et de savoir-faire technique, ça va donner un cocktail détonnant. Yves Boisset. Et c'est dans les années 70 que le combat commence pour de bon. Cette décennie, ça va être son ring, son champ de bataille. Il va enchaîner les thrillers politiques et chaque film sera comme un missile envoyé en plein cœur du système. Le premier round, c'est En Condé. En s'attaquant à la collusion entre flics, voyous et politiques, Boisset n'a fait pas qu'un film. Il met les pieds dans le plat, il brise un tabou immense dans la France de l'époque, où l'image des institutions, c'était sacré. Et la réaction du pouvoir ne se fait pas attendre. Elle est immédiate et elle vient de très haut. C'est le ministre de l'Intérieur de l'époque, Raymond Marcellin, qui monte au créneau en personne. Le film ne dérange pas, il est perçu comme une menace. La censure, ici, elle est purement politique. On veut protéger l'institution policière. Dès son premier grand film engagé, Boisset a touché un nerf à vif. 12 minutes. C'est ce qui a été purement et simplement coupé du film avant sa sortie. C'est un coup très dur et ce n'est que le début de son bras de fer avec la censure. Après la police, Boisset s'attaque à un autre totem, l'armée. Avec RAS, il est l'un des tout premiers à oser parler de front des brutalités de la guerre d'Algérie. Il brise un silence assourdissant, un silence national sur un traumatisme encore à vif. Et là, la réaction monte d'un cran. On ne se contente plus de censurer, la violence devient physique. Boisset se fait agresser devant chez lui. Ça montre à quel point son travail dérange. En plus de ça, on essaie de saboter la sortie du film en le programmant au cœur de l'été, quand les salles sont vides. Le système n'essaye plus seulement de couper, il essaie de l'enterrer. Sauf que ça ne marche pas. Malgré tout, le film est un immense succès, plus d'1 300 000 spectateurs. C'est la preuve que le public, lui, attendait ces histoires. Il avait soif de cette vérité qu'on lui cachait. Avec son film suivant, sans doute le plus explosif, Boisset change de cible. Cette fois, ce n'est plus seulement l'État qu'il vise, mais la société française elle-même et son racisme ordinaire. Et là, c'est intéressant. La réaction ne vient plus seulement d'en haut. Ce sont des groupes d'extrême droite qui organisent des commandos pour perturber les projections. Le film ne fait pas que critiquer une institution, il tend un miroir à toute une partie de la société. Et l'image que ce miroir envoie est, pour certains, tout simplement insupportable. Et c'est là toute l'ironie de l'histoire. Pendant qu'en France, on essaie de limiter l'impact du film, à l'étranger, on le salue comme une œuvre courageuse et majeure. Cette ours d'argent à Berlin, c'est une sacrée victoire symbolique contre tous ses détracteurs. Mais Boisset ne s'arrête pas là. Le film suivant s'inspire de l'assassinat bien réel du juge Renaud. Et là, il va encore plus loin. Il pointe du doigt une milice politique très opaque, directement liée au parti au pouvoir à l'époque. Là, la réaction du pouvoir est quasi chirurgicale. Il ne s'agit plus de coupler une scène, non. Il s'agit d'effacer un mot, un sigle de 3 lettres, SAC. Imaginez, la veille de la sortie nationale, la justice ordonne de faire disparaître ces 3 lettres de tout le film. C'est une censure d'une précision redoutable. Et c'est là qu'il se passe quelque chose d'assez incroyable. L'équipe du film obéit, et elle poinçonne la pellicule pour remplacer le mot par des bips. Mais le public, dans les salles, va complètement retourner la situation. À chaque silence, à chaque bip, les spectateurs se mettent à crier le mot interdit, SAC. L'acte de censure se transforme en un acte de défi collectif. C'est génial. Au tournant des années 80-90, le climat politique en France change. Les cibles d'Yves Boisset vont donc évoluer, et son support aussi. C'est une transition vraiment fascinante. Boisset passe du combat frontal contre le pouvoir du moment à un travail de mémoire sur les grandes blessures de l'histoire de France, comme l'affaire Dreyfus. Il quitte un peu le cinéma pour la télévision, qui va lui donner une nouvelle liberté pour faire des films historiques très documentés, qui seront salués par la critique et couverts de prix. Alors, au bout du compte, quel est le bilan de ce combat acharné contre le système? Qu'est-ce qu'il nous reste de tout ça?
Sa plus grande victoire, ce n'est pas juste les récompenses ou le nombre d'entrées. Son vrai succès, c'est d'avoir changé l'idée qu'on se faisait du cinéma grand public. Il a montré qu'un film pouvait cartonner au box-office tout en étant une arme politique, qu'il pouvait divertir tout en forçant un pays entier à se regarder en face. Finalement, tout le travail d'Yves Boisset nous ramène à cette question essentielle et intemporelle. Son œuvre est un rappel puissant du rôle crucial de l'art et du cinéma comme contre-pouvoir, un miroir. Un miroir parfois dérangeant, certes, mais absolument indispensable à la bonne santé d'une démocratie.